pendant son discours de mariage, mon frère s'est moqué de moi devant tout le monde. Il se tenait là, dans son costume sur mesure, m'a regardé droit dans les yeux et, s'adressant au micro, a déclaré que son frère, à 32 ans, est un ouvrier pathétique et vit toujours dans le jardin de notre mère. Les invités ont ri. Ils ont vraiment ri. J'ai levé mon verre, les fixé droit dans les yeux et, d'une voix assez forte pour que toute la salle entende, j'ai dit, profitez bien de la blague, car je viens d'annuler tous ces chèques. Puis je suis sorti. Un silence de mort s'est abattu sur la salle. Mais avant de vous raconter exactement comment un soi-disant ouvrier pathétique a fait s'effondrer un château de cartes avec une seule feuille de papier, dites-moi, d'où regardez-vous cette vidéo, et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Je veux voir jusqu'où cette histoire voyagera. Je m'appelle Brig. J'ai 32 ans et, d'aussi loin que je me souvienne, ma famille m'a toujours traité comme une tache sur leur tapis blanc immaculé. Je suis celui qui coordonne la logistique des engins lourds. Je loue des excavatrices, des bulldozers et des grues à d'immenses chantiers de construction. Je passe mes journées avec un casque de chantier, des bottes à embouts d'acier, et des vêtements qui sentent en permanence le gazole et le fluide hydraulique. Mes mains sont rugueuses, calleuses, et portent généralement une légère trace d'huile de moteur, peu importe avec quelle force je les frotte au savon industriel. Pour le reste du monde, je suis un chef d'entreprise. Mais pour ma famille, je suis juste le mécano graisseux, le raté, le type qu'on cache à l'arrière-plan des photos de famille. Je me tenais dans un coin de la grande salle de bal du Grand Harbor Eco Resort, tenant un verre de bourbon en cristal qui semblait fragile et ridicule entre mes doigts épais. La salle était inondée de roses blanches, de lustres en cristal, et de l'odeur suffocante de parfums chers et de suffisance. Tout le monde autour de moi était sur son 31, échangeant des cartes de visite et se vantant humblement de leur portefeuille d'action. Et puis il y avait moi. Je portais un costume gris que j'avais acheté en prêt-à-porter il y a 3 ans. Il m'allait bien, mais je savais que je n'étais pas à ma place. Je me sentais déplacé. Ma tante Estelle s'est glissée à côté de moi, près de la sculpture de glace. Elle portait une robe qui coûtait plus cher que mon premier camion, tenant une coupe de champagne comme si c'était un sceptre royal. Elle m'a toisé de la tête aux pieds, ses yeux s'arrêtant sur mes chaussures. C'étaient des chaussures de ville, certes, mais elles étaient éraflées au bout. Elle a poussé un soupir court et léger. C'était le genre de soupir qu'un professeur déçu adresse à un élève en échec. Elle s'est penchée vers moi, sa voix dégoulinant de cette fausse sollicitude mielleuse que les parents toxiques utilisent toujours pour déguiser une insulte. Elle m'a dit que c'était vraiment dommage que je n'ai pas pu m'offrir une paire de chaussures convenables pour le mariage de mon propre frère. Elle a ajouté que mes bottes n'avaient vraiment pas leur place sur ce tapis, et que je devrais essayer de rester à l'arrière pour ne pas gâcher l'esthétique des photographies professionnelles. J'ai pris une longue gorgée de mon bourbon. Le liquide a brûlé ma gorge, une sensation familière et rassurante. Je n'ai pas discuté avec elle. Je ne lui ai pas dit que l'esthétique qui la préoccupait en reposait actuellement sur mon compte en banque. J'ai juste souri, un sourire crispé et froid, et je lui ai dit que je garderais cela à l'esprit. Elle m'a tapoté le bras avec condescendance et s'est éloignée pour rejoindre un cercle de personnes qui riaient à une blague que mon frère Fletcher venait de faire. Fletcher, l'enfant prodige, le conseiller en gestion de patrimoine de 34 ans qui portait la réussite comme une eau de Cologne bon marché. Il se tenait au centre de la pièce, tenant la cour, ses dents d'une blancheur anormale, ses cheveux parfaitement coiffés. Il avait l'air de valoir $1 million, littéralement. Mais je connaissais la vérité. Je connaissais les chiffres. Je savais exactement à quel point son portefeuille était vide, car c'était moi qui continuais à le remplir. Alors que je le regardais rire, la tête renversée en arrière en frappant l'épaule d'un collègue, un épuisement profond et lourd s'est installé dans mes os. Ce n'était pas l'épuisement physique d'une journée de 16 heures sur le terrain. C'était la fatigue émotionnelle d'être le souffre-douleur de la famille depuis plus d'une décennie. J'avais passé toute ma vie d'adulte à bâtir un empire discret, fait de boue et d'acier, seulement pour laisser ma famille me traiter comme si je mendiais les miettes à leur table. J'ai baissé les yeux sur le bourbon dans mon verre. Les glaçons tintaient doucement contre le cristal. La tempête approchait. Je pouvais la sentir dans l'air, une pression épaisse et suffocante qui montait dans la pièce. Je m'étais promis de simplement survivre à la soirée. Je resterais silencieux, boirais mon verre, et retournerais sur mon terrain. Mais en voyant ma mère, non, s'approcher de Fletcher et redresser sa cravate en soie avec un regard d'adoration pure et sans phare, j'ai su que la paix ne pouvait pas durer.
Serait-ce la nuit où je romprais enfin mon silence? Pour comprendre comment nous en sommes arrivés à cette grande salle de bal de mensonges, il faut remonter 12 ans en arrière. Il faut retourner dans la boue. J'avais 20 ans. J'étais en 2e année d'université, j'étudiais l'ingénierie, et je survivais à peine avec des ramans bon marché et du café noir. Fletcher avait 22 ans, il terminait son diplôme de commerce dans une université privée à l'autre bout de l'État, vivant dans une résidence de luxe payée par mes parents. Puis le téléphone a sonné, un mardi soir pluvieux. C'était ma mère, non. Elle était hystérique. Mon père, Orson, avait eu un accident vasculaire cérébral massif sur le sol de son petit atelier de réparation d'engins lourds, qui peinait à survivre. J'ai tout laissé tomber et j'ai conduit toute la nuit. Quand je suis arrivé à l'hôpital, l'odeur d'eau de javel et de café éventé m'a frappé comme un coup de poing. Mon père était branché à une douzaine de machines, ses mains fortes et calleuses reposant, inertes, sur les draps blancs. Nan était assise dans un coin, sanglotant dans un mouchoir, complètement paralysée par la peur. Fletcher n'est pas rentré à la maison. Il a appelé depuis sa chambre d'étudiant, sa voix tendue par ce qui ressemblait plus à de l'agacement qu'à du chagrin. Il a dit qu'il avait des examens de mi-session. Il a dit qu'il ne pouvait pas se permettre de gâcher sa moyenne, car il avait un stage d'été prévu dans une société financière de prestige. Il m'a dit de m'en occuper, alors je m'en suis occupé. Mon père est décédé 3 semaines plus tard. Le lendemain de l'enterrement, pendant que Nan s'enfermait dans sa chambre et que Fletcher retournait en voiture à sa fraternité, je suis entré dans l'atelier de mon père. C'était un désastre. Des piles de factures impayées couvraient le bureau graisseux. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner, avec des entrepreneurs en colère qui exigeaient le retour de leurs machines. La banque menaçait de saisir l'atelier et la maison familiale. J'avais un choix. Je pouvais retourner à l'école, finir mon diplôme, et laisser ma mère perdre la maison et l'héritage de mon père faire faillite. Ou je pouvais enfiler une combinaison de travail et me mettre au boulot. Je ne suis jamais retourné à l'université. J'ai passé les 5 années suivantes de ma vie couvert de graisse, de sueur et de fluide hydraulique. Je me levais à 4 heures du matin et ne m'arrêtais pas avant minuit. J'ai appris par moi-même à reconstruire des moteurs diesel, à négocier avec des chefs de chantier impitoyables, et à équilibrer des registres qui saignaient de l'encre rouge. J'ai repoussé les créanciers comme des chiens sauvages. J'ai accepté des boulots que personne d'autre ne voulait, transportant des engins lourds à travers les tempêtes et la boue pour maintenir les liquidités. Et chaque mois, je payais l'hypothèque de la maison de Nan. Mais le deuil fait des choses étranges aux gens. Au lieu de voir mon sacrifice, Nan ne voyait que ma saleté. Elle est devenue obsédée par les apparences. Elle avait besoin de prouver à ses amis du country club que sa famille ne s'effondrait pas, et Fletcher est devenu son trophée parfait. Pendant que je rampais sous des excavatrices de 40 tonnes sous une pluie glaciale, Fletcher obtenait son diplôme. Il nous a envoyé des photos de lui dans son costume sur mesure, tenant son diplôme encadré, souriant comme s'il avait conquis le monde. Nan a encadré cette photo et l'a accrochée en plein centre du salon. Mes bottes de travail, cependant, n'étaient pas autorisées à l'intérieur. Nan laissait littéralement un sac en plastique sur le porche pour que j'y mette mes bottes, me disant que l'odeur de gazole lui donnait mal à la tête et que mon style de vie devenait une honte. Peu importait que mon style de vie embarrassant payait l'électricité qui éclairait le diplôme encadré de Fletcher. Peu importait que lorsque Fletcher avait épuisé le plafond de ses cartes de crédit en essayant de suivre le rythme de ses riches frères de fraternité, Nan m'appelait en pleurant, me suppliant de lui envoyer quelques milliers de dollars pour que sa cote de crédit ne soit pas ruinée. Elle me disait que Fletcher travaillait avec son esprit, que sa carrière exigeait une certaine image, et que moi, en tant qu'ouvrier, je ne comprenais tout simplement pas les pressions du monde de l'entreprise. J'envoyais l'argent, à chaque fois. Je me disais que c'était pour mon père. Je me disais que la famille prend soin de la famille. Mais chaque chèque que j'écrivais érodait un peu plus mon respect pour eux. Au fil des ans, l'atelier de réparation a évolué. J'ai vu une lacune sur le marché et j'ai pivoté de la simple réparation de machines à la possession et la location d'une flotte massive d'engins lourds. J'ai commencé à remporter des contrats municipaux. J'ai embauché une équipe. J'ai embauché un comptable. À l'âge de 30 ans, j'étais millionnaire sur le papier, mais je ne leur ai jamais dit. Je savais exactement ce qui se passerait si Nan et Fletcher découvraient que j'avais de l'argent réel. Je ne serais plus le mécanicien embarrassant. Je deviendrais leur distributeur de billets personnels.
Ils trouveraient soudain des raisons pour lesquelles je leur devais une part. Alors, j'ai gardé ma bouche fermée. J'ai continué à porter mes chemises bon marché. J'ai gardé mes mains sales. Et j'ai continué à jouer le rôle du frère fauché et sans éducation. Le contraste était écœurant. Fletcher conduisait une BMW en leasing dont il pouvait à peine payer les mensualités. Je conduisais un Ford F250 cabossé, payé comptant. Il vivait dans un loft en centre-ville avec des colocataires pour partager le loyer exorbitant. Je vivais dans une caravane rénovée, garée sur un terrain vague. Mais qui était le vrai raté à leurs yeux? Mon logement était le comble de la plaisanterie pour ma famille. Un homme de 32 ans vivant dans une caravane dans le jardin de sa mère. Cela semblait pathétique. Cela avait l'air pathétique. Et c'était exactement pourquoi c'était le camouflage parfait. La vérité, c'est que le jardin de la maison donnant jouxtait un immense terrain vague à usage commercial que mon père avait acheté des décennies plus tôt pour une bouchée de pain. Lorsque mon entreprise de logistique a commencé à s'étendre, j'avais besoin d'un endroit sécurisé pour garer une flotte d'engins lourds valant plusieurs millions de dollars. Acheter un nouveau terrain commercial dans ce comté aurait coûté une fortune. Alors, j'ai utilisé le terrain familial. J'ai acheté une caravane double largeur spacieuse et haut de gamme, je l'ai vidée et je l'ai transformée en mon quartier général opérationnel et mon espace de vie. Elle avait des portes en acier renforcées, un système de sécurité de pointe, et une installation Internet par satellite qui rivalisait avec la plupart des bureaux d'entreprise. C'était pratiquement un bunker. J'y vivais pour garder ma flotte, pour être proche des machines, et pour économiser chaque centime afin de le réinvestir dans l'entreprise. Mais pour Nan et Fletcher, ce n'était qu'une caravane. C'était la preuve que je n'avais aucune ambition. Je me souviens du dîner de famille où tout a commencé à basculer. C'était un dimanche soir, environ un an avant le mariage. Fletcher avait amené sa nouvelle petite amie à la maison pour rencontrer la famille. Elle s'appelait Marin. Marin était différente des femmes que Fletcher fréquentait habituellement. Elle n'avait pas ce regard avide et calculateur dans les yeux. Elle était institutrice en école primaire, douce, issue d'une famille solide et conservatrice. Son père était auditeur principal pour un grand cabinet. Elle venait d'un monde d'argent discret et ancien, et d'une respectabilité authentique. Fletcher, bien sûr, avait complètement fabriqué son propre passé pour correspondre au sien. Il avait tissé une toile de mensonges sur ses investissements lucratifs, ses clients puissants et son immense fortune personnelle. Nous étions assis autour de la table de la salle à manger. Je m'étais frotté les mains pendant 20 minutes, mais il y avait encore une fine ligne de graisse sous mon ongle. Nan m'avait stratégiquement placé au bout de la table, aussi loin de Marin que physiquement possible. Fletcher tenait son verre de vin par la tige, le faisant tourner avec prétention. Il a baissé les yeux vers moi le long de la table et a souri avec mépris. Il m'a demandé comment allait le business de la terre. Il a utilisé le mot terre comme si c'était une insulte. Il m'a dit qu'un de ses clients cherchait à embaucher un paysagiste et que peut-être il pourrait glisser un mot en ma faveur pour que je puisse enfin trouver un vrai travail et déménager du jardin de maman. Nan a laissé échapper un rire délicat et aérien. Elle a dit à Marin que j'étais un tardif. Elle a dit que je manquais de la motivation intellectuelle que Fletcher avait toujours possédée. J'ai serré ma fourchette. Je voulais lui dire que mon business de la terre générait plus de profit en un mois que ce que son cabinet de prestige lui versait en un an. Je voulais dire à Nan que la chaise même sur laquelle elle était assise, la nourriture qu'elle mangeait, et le toit au-dessus de sa tête étaient tous payés par la terre qu'elle méprisait. Mais j'ai gardé ma bouche fermée. J'ai juste regardé mon assiette et mâché mon steak. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Marin a arrêté de manger. Elle a regardé Fletcher, un léger froncement de sourcils sur son visage. Puis elle m'a regardé. Elle m'a passé le bol de pommes de terre rôties, m'offrant un sourire chaleureux et sincère. Elle m'a dit que la logistique et les engins lourds semblaient incroyablement complexes. Elle a dit, cela doit demander beaucoup de dévouement pour gérer quelque chose de si concret, et la société ne pourrait littéralement pas fonctionner sans des gens qui savent comment construire et réparer les choses. Le silence est tombé sur la table. Le sourire méprisant de Fletcher a disparu. Nan a cligné des yeux rapidement, complètement déconcerté. Personne dans cette maison ne m'avait jamais parlé avec un réel respect. J'ai regardé Marin. Ses yeux étaient bienveillants, totalement dénués de pitié. Dans ce bref instant,
j'ai vu une bonne personne piégée dans l'illusion de mon frère. Je l'ai remercié. Je lui ai dit que cela avait ses jours difficiles, mais que ça me gardait les pieds sur terre. Plus tard dans la nuit, je me suis assis sur les marches de ma caravane, écoutant le faible bourdonnement du générateur et regardant les rangées d'excavatrices en acier jaune qui brillaient sous les lumières de sécurité. J'ai pensé à Marin. Elle était quelqu'un de bien. Elle marchait droit dans un piège, sur le point d'épouser un homme dont toute l'identité n'était qu'un mirage financier. Quand Fletcher a annoncé leur fiançailles 2 mois plus tard, la panique dans la maison a atteint son paroxysme. Il voulait un mariage qui impressionnerait son père auditeur et ses riches parents. Il voulait un événement qui consoliderait son faux statut. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la pire, la plus funeste décision de ma vie. J'ai décidé de l'aider. Non pas parce que je l'aimais, non pas parce que je lui devais quelque chose, mais parce que je me souvenais de Marin me passant ses pommes de terre. Et j'ai pensé, bêtement, que si je soutenais discrètement ce mariage, je pourrais la protéger de l'humiliation de sa faillite inévitable. J'étais un idiot. Comment ai-je pu baisser ma garde? La panique a commencé un mardi matin. J'étais sous le châssis d'une tractopelle, couvert d'une épaisse boue noire, essayant de localiser une fuite hydraulique quand mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était Nan. Elle a appelé 6 fois de suite. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon sale et j'ai répondu. Elle hyperventilait. Elle m'a dit que le mariage tombait à l'eau. Fletcher avait réservé le Grand Harbor Eco Resort pour la réception. C'était le lieu le plus exclusif et ridiculement cher de l'État. Il facturait un supplément juste pour respirer leur air marin. Nan avait essayé de payer la compte avec sa carte de crédit, et elle avait été refusée. Les cartes de Fletcher étaient au maximum. Il avait promis à la famille de Marin qu'il s'occupait du lieu, du bar ouvert premium, de l'orchestre de 10 musiciens, et des arrangements floraux personnalisés. Il leur avait vendu le rêve d'un mariage à 6 chiffres, et il n'avait pas 2 sous en poche. Nan m'a supplié. Elle a pleuré au téléphone, disant que la famille de Marin annulerait le mariage s'il l'apprenait. Elle a dit que le patron de Fletcher serait présent, et que si ses collègues le voyaient échouer, sa carrière serait terminée. Elle a utilisé toutes les armes de son arsenal. La culpabilité, le devoir familial, la mémoire de mon père. Elle m'a dit qu'elle savait que j'avais quelques économies cachées dans ma petite caravane, et qu'elle avait besoin que je joue le jeu, juste cette fois. J'ai fermé les yeux, sentant l'acier froid de la tractopelle contre mon dos. Je savais exactement ce que je faisais. Je savais que je cautionnais un monstre, mais je savais aussi que Marin était innocente dans tout ça. Elle pensait épouser un homme qui avait réussi. J'ai dit à Nan que j'allais voir. Cet après-midi-là, je suis allé au Grand Harbor. Je n'ai pas changé de vêtements. Je suis entré dans le hall au sol de marbre étincelant, portant mes bottes à embout d'acier, mon jean sale, et une veste haute visibilité. La réceptionniste m'a regardé comme si j'étais un chien errant qui était entré. J'ai demandé à parler au directeur général. Un homme nommé Donovan est sorti. Il était vif, professionnel, et portait un costume qui commandait le respect. Il m'a jeté un regard et a maintenu une expression parfaitement neutre. Je lui ai dit que j'étais là concernant le compte du mariage Fletcher et Marin. Donovan a soupiré, une minuscule fissure dans son armure professionnelle. Il m'a dit très poliment que le compte était gravement en retard de paiement et qu'il se préparait à annuler la réservation à 17h ce soir-là. J'ai sorti un dossier en cuir de ma veste. À l'intérieur se trouvait un profil d'entreprise pour Briggs Heavy Machinery Logistique. Je le lui ai tendu. Je lui ai dit que j'étais le propriétaire. Je lui ai dit que mon entreprise venait de terminer le projet massif de renforcement du littoral, à 5 km de là. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Il connaissait ce projet. C'était un contrat municipal de plusieurs millions de dollars. Je me suis assis à son bureau en chêne poli, ignorant le fait que je mettais probablement de la poussière sur son fauteuil en cuir. J'ai dit à Donovan que j'allais garantir l'intégralité de l'événement via mon compte d'entreprise. Chaque centime, le lieu, le traiteur, le bar premium, les suppléments, tout. Donovan a sorti le grand livre. Nous avons parcouru ligne par ligne. Les chiffres étaient écœurants. Fletcher avait commandé des mini-burgers de bœuf wagyu pour les apéritifs. Il avait commandé du champagne importé pour le toast. Il avait réservé 1 heure supplémentaire pour le lieu, juste pour que l'orchestre puisse jouer un rappel. Le total s'élevait à 85 000 $.
85 000 $. C'était le prix d'une chargeuse compacte neuve. C'était 3 mois de salaire pour mon équipe. Et j'étais sur le point de mettre le feu à tout ça pour que mon frère puisse prétendre être un roi pour une nuit. J'ai sorti mon chéquier d'entreprise. J'ai rédigé le chèque pour le règlement initial. Et puis j'ai signé une prise en charge financière légalement contraignante. Je suis devenu l'unique garant du mariage. Si quelque chose tournait mal, si des frais supplémentaires s'accumulaient, la facture irait directement à mon comptable. Mais j'avais une condition stricte. J'ai regardé Donovan droit dans les yeux et lui ai dit que mon implication était entièrement confidentielle. Mon frère ne devait pas savoir que l'argent venait de moi. Il devait croire que le lieu avait simplement approuvé son plan de financement. Donovan a hoché la tête lentement. Il comprenait la discrétion d'entreprise. Il a serré ma main rugueuse et calleuse, sa poignée ferme. Quand j'ai quitté le resort, la brise de l'océan semblait lourde. Je suis retourné au terrain et je me suis mis directement au travail. J'ai fait une journée de 18 heures pour rattraper le temps perdu. Pendant les 2 mois suivants, j'ai regardé ma famille célébrer un mensonge. Lors des réunions de famille, Nan s'extasiait sur la générosité de Fletcher. Les parents lui tapaient dans le dos, s'émerveillant de sa réussite à un si jeune âge. Fletcher absorbait tout ça comme une éponge. Il ne s'est jamais demandé une seule fois comment le lieu l'avait comme par magie approuvé. Il était si arrogant, si profondément ancré dans sa propre illusion. Il croyait vraiment que l'univers se pliait à sa volonté parce qu'il le méritait. Je l'ai regardé accepter les louanges, mangeant de la nourriture payée par ma sueur, debout dans une maison sauvée par ma terre, et j'ai ravalé ma colère. Je me suis dit que c'était pour Marin. Je me suis dit que je survivrais au mariage et qu'ensuite je couperais les ponts. Je pensais avoir la situation sous contrôle, mais combien de manque de respect un homme peut-il supporter avant de craquer? Le point de rupture n'a pas eu lieu au mariage. La mèche a été allumée la veille, au dîner de répétition. Fletcher avait choisi un restaurant de fruits de mer haut de gamme surplombant la marina. Les parents de Marin payaient pour ce dîner, ce qui était la seule raison pour laquelle il avait lieu. J'étais assis au bout d'une longue table nappée de blanc, entouré des frères de fraternité de Fletcher et de ses collègues de la Société de gestion de patrimoine. Ils sentaient tous l'eau de Cologne chère et parlaient entièrement en jargon de crypto et de comptes offshore. J'ai gardé la tête baissée, mangeant mon steak en silence. J'étais épuisé. Nous avions eu une panne d'équipement majeure sur un chantier ce matin-là, et j'avais passé 6 heures les mains jusqu'au coude dans une transmission cassée. Je m'étais lavé, j'avais mis une chemise propre, et j'étais venu jouer mon rôle. Vers la fin de la soirée, le tintement des verres a commencé. C'était l'heure des toasts. Le père de Marin s'est levé le premier. Il a prononcé un discours chaleureux et digne sur les valeurs familiales et le travail acharné. Il a fait l'éloge de Fletcher, le qualifiant de jeune homme motivé et responsable qui savait comment subvenir aux besoins de sa famille. Cela m'a retourné l'estomac, connaissant la vérité du grand livre, mais j'ai gardé un visage impassible. Puis ce fut au tour de Fletcher. Il s'est levé, tapant un couteau à beurre contre son verre de vin. Il a arboré ce sourire vide à $1 million. Il a remercié les parents de Marin. Il a remercié ses collègues d'être son inspiration. Il a remercié Nan d'avoir élevé un gagnant. Et puis ses yeux ont parcouru la table et se sont posés sur moi. Le sourire méprisant est apparu sur son visage. C'était le même sourire qu'il utilisait quand nous étions enfants, juste avant de m'accuser d'avoir cassé une fenêtre. Il s'est penché en avant, posant ses mains sur la table, projetant sa voix pour que tout le monde dans la salle à manger privée puisse entendre. Il a dit que la famille est une chose complexe. Il a dit, chaque famille a ses plus performants, ceux qui repoussent les limites et apportent de la valeur à la table. Il a fait une pause, laissant le silence s'étirer. Puis il a ricané, un son sec et cruel. Il a pointé son verre de vin vers moi et a dit que chaque famille a aussi son poids mort. Ceux qui se laissent porter en attendant une aumône. Il a dit qu'il était fier d'être l'homme qui avait bâti son propre empire, plutôt que le type qui continuait à pomper la vie du jardin de sa mère. La table a éclaté de rire. Ses frères de fraternité ont hurlé. Ses collègues ont ricané poliment, secouant la tête en me regardant. Nan ne m'a pas défendu. Elle a juste baissé les yeux sur ses genoux, un léger sourire aux lèvres, savourant la validation de son enfant prodige. Même Marin semblait mal à l'aise, son sourire vacillant. Mais elle ne connaissait pas le contexte.
Elle ne connaissait pas la réalité. Pour elle, c'était juste une plaisanterie entre frères. Pour moi, c'était une déclaration de guerre. Je n'ai pas réagi. Je ne lui ai pas jeté mon verre au visage. Je n'ai pas crié. J'ai juste pris ma serviette, essuyé ma bouche, me suis levé tranquillement, et je suis sorti du restaurant. Je n'ai pas dit au revoir. Le trajet de retour à la caravane fut silencieux. La rage en moi n'était pas chaude et explosive. Elle était glaciale. Elle était calculatrice. Pendant 12 ans, j'avais absorbé leur honte. J'avais payé leurs dettes. J'avais sacrifié ma jeunesse, mon éducation, et ma tranquillité d'esprit pour les maintenir à flot. Et c'était ma récompense, être la chute d'une blague financée par mon propre compte en banque. Je suis entré sur le terrain vague, le gravier crissant sous mes pneus. La caravane était sombre. Dehors, les énormes machines jaunes reposaient silencieusement au clair de lune. Ces machines étaient réelles. La boue était réelle. Mon argent était réel. L'existence entière de Fletcher était une fraude. J'ai déverrouillé la porte en acier de la caravane, je suis allé directement à mon bureau, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'ai même pas allumé les plafonniers. La lueur de l'écran illuminait l'espace exigu. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de Garrett, mon comptable d'entreprise. Il était 11h30 du soir. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Garrett était un type vif et pragmatique qui détestait ma famille presque autant que moi, principalement parce qu'il devait traiter les chèques que je leur faisais. Je lui ai dit que nous lancions une coupure financière complète. Je lui ai dit que je voulais qu'un dossier soit créé immédiatement. Je l'ai appelé le protocole de retrait. J'ai demandé à Garrett de rédiger des documents officiels retirant ma garantie d'entreprise du lieu du Grand Harbor, avec effet immédiat sur mon signal. Je lui ai dit de préparer un résumé des 85 000 $ déjà engagés et des soldes en attente qui seraient immédiatement transférés au nom de Fletcher une fois ma garantie retirée. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai dit à Garrett de sortir les registres de l'hypothèque de Nantes. Je lui ai dit d'imprimer les virements bancaires montrant mon compte d'entreprise payant directement son prêt depuis 5 ans. Garrett n'a pas posé de questions. Il a juste tapé furieusement sur son clavier. Il semblait presque excité. Il m'a dit qu'il enverrait le PDF à mon email sécurisé dans les 10 minutes. 10 minutes plus tard, le fichier est arrivé. J'ai connecté mon ordinateur portable à l'imprimante laser industrielle dans le coin de la caravane. L'imprimante a vrombi. On aurait dit une tronçonneuse coupant le silence de la nuit. Page après page glissait dans le bac. Contrat, relevé bancaire, reçu de virement, la preuve mathématique indéniable de mon sacrifice et de leur parasitisme. J'ai ramassé la pile de papier. Ils étaient chauds de l'imprimante. Ils semblaient lourds dans mes mains, le poids de la vérité. Je les ai glissés dans une épaisse enveloppe en manille et je les scellais. Je n'étais plus la victime. J'étais le bourreau. Êtes-vous prêt à voir la bombe exploser? Je me suis réveillé le matin du mariage avant même que mon réveil ne sonne. La caravane était glaciale. J'ai fait une cafetière de café noir assez fort pour décaper de la peinture et je me suis tenu près de la petite fenêtre, regardant le soleil se lever sur les dents acérées des godets de mes excavatrices. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. C'était un SMS de Nantes. Je l'ai ouvert, sirotant le café amer. Le message était un chef-d'œuvre de contrôle passif-agressif. Elle me disait que le photographe arrivait tôt au lieu pour les portraits de famille. Elle m'a explicitement demandé de me garer sur le parking de débordement, près de l'entrée de service, pour que mon camion cabossé ne soit pas vu près du voiturier. Elle a ajouté que je devais utiliser la porte de derrière pour entrer dans le hall, afin de ne pas salir l'entrée principale et de ne pas stresser Fletcher le jour de son mariage. J'ai lu le SMS 2 fois. Je ne ressentais plus de colère. Je ressentais un calme étrange et terrifiant. C'était la clarté absolue d'un homme qui n'a plus rien à perdre et plus rien à cacher. Je lui ai répondu par un seul mot. Compris. Je suis allé au placard et j'ai sorti le costume gris. J'ai passé 20 minutes à polir ces chaussures de ville éraflées que tante Estelle détestait tant. J'ai pris une douche, frottant la graisse sous mes ongles jusqu'à ce que la peau soit à vif et rouge. Je me suis regardé dans le miroir. Je ne ressemblais pas à un riche sponsor d'entreprise. Je ressemblais exactement à ce que j'étais, un ouvrier qui avait survécu à la boue. J'ai pris l'épaisse enveloppe en manille,
celle contenant le protocole de retrait. Je l'ai pliée soigneusement et l'ai glissée dans la poche intérieure de la poitrine de ma veste de costume. Elle reposait juste sur mon cœur. Je suis allé au Grand Harbor. Je ne me suis pas garé sur le parking de débordement. J'ai garé mon F250 juste devant le service de voiturier, juste derrière une file de Mercedes et de BMW. Le jeune voiturier avait l'air terrifié, hésitant à prendre mes clés. Je lui ai tendu un billet de $20 et lui ai dit de le garder à proximité, car je ne resterai peut-être pas longtemps. Je suis passé par les portes d'entrée. Le hall était une véritable fourmilière de fleuristes, de coordinateurs d'événements et de demoiselles d'honneur affolées. Tout était parfait. Les drapés de soie blanche, les arches florales en cascade, le quatuor à cordes accordant leurs instruments dans un coin. J'ai fait le tour de la salle de bal, regardant les détails. Les menus personnalisés à la feuille d'or. Le bar à huîtres importées qui s'installait sur de la glace. L'immense pièce montée. Chaque élément que je regardais s'enregistrait mentalement comme une ligne sur la feuille de calcul de Garrett. Je déambulais dans un musée de mon propre travail volé. La cérémonie a eu lieu sur la pelouse manucurée surplombant l'océan. Je me suis assis au dernier rang. Nan était au premier rang, tamponnant ses yeux avec un mouchoir en dentelle, jouant à la perfection le rôle de la matriarche fière. Fletcher se tenait à l'autel. Quand Marin a descendu l'allée, elle était à couper le souffle. Elle avait l'air sincèrement heureuse. Puis vinrent les vœux. Fletcher a regardé profondément dans les yeux de Marin et a prononcé un monologue sur l'honnêteté, le partenariat et la construction d'une base de confiance. Il a parlé de la façon dont il subviendrait à ses besoins, la protégerait et lui donnerait la vie qu'elle méritait. Il a menti à Dieu. Il a menti à sa famille. Et il lui a menti en face, sans la moindre hésitation. Je suis resté assis là, sentant le bord rigide de l'enveloppe en manille pressée contre mes côtes. J'ai réalisé à ce moment-là que ce n'était plus seulement une question de vengeance pour moi. Il s'agissait de sauver Marin. Si je restais silencieux aujourd'hui, je serais complice de sa ruine financière. Fletcher allait saigner sa famille à blanc, tout comme il m'avait saigné. La foule a éclaté en applaudissements alors qu'ils s'embrassaient. Le quatuor à cordes a joué une pièce classique entraînante. Les invités ont commencé à se diriger vers la salle de bal pour la réception. Je me suis levé, ajustant ma cravate. Les nuages d'orage s'amoncelaient, invisibles pour tous sauf pour moi. Ils se dirigeaient tous vers une célébration, tenant leur coupe de champagne, prêts à trinquer à un roi qui ne possédait absolument rien. Je me suis dirigé vers la grande salle de bal, marchant sur le tapis blanc immaculé. J'ai vu tante Estelle foudroyer mes chaussures du regard. J'ai vu Fletcher rire, tenant la cour, invincible dans son illusion. Je suis allé au bar, j'ai commandé un bourbon sec, et j'ai attendu que les discours commencent. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous voulez savoir comment j'ai renversé cette fausse scène et écrasé son arrogance, s'il vous plaît, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, et laissez un commentaire avec le nom de la ville où vous vivez. Chaque commentaire aide la vidéo à atteindre plus de spectateurs. Merci beaucoup. La tempête ne fait que commencer. La grande salle de bal du Grand Harbor était un chef-d'œuvre d'élégance fabriqué. Des milliers d'orchidées blanches tombaient en cascade du plafond. Leur parfum suave, presque écœurant, masquait l'air salin de l'océan à l'extérieur. Des serveurs en smoking blanc impeccable glissaient sur le sol de marbre poli, portant des plateaux en argent chargés de mini-burgers de bœuf wagyu et de flûtes en cristal de champagne importées. L'orchestre de 10 musiciens jouait une version jazz douce d'une chanson pop populaire, créant l'ambiance parfaite pour une salle pleine de gens désespérés de prouver leur valeur les uns aux autres. Je me tenais près du mur du fond, appuyé contre un pilier, sirotant mon bourbon. J'étais un fantôme dans l'histoire de ma propre famille. Les gens passaient devant moi, leurs yeux glissant sur mon costume gris prêt-à-porter et mes chaussures éraflées. J'étais la fondation invisible qui soutenait tout ce palais scintillant. Pourtant, j'étais traité comme un intrus. J'ai regardé Fletcher animer la salle. Il était un maestro de la manipulation. Il riait bruyamment à une blague du père de Marin, puis pivotait en douceur pour serrer la main des associés principaux de sa société de gestion de patrimoine. Il projetait une aura d'invincibilité financière absolue. Nan le suivait à quelques pas, se présentant aux riches parents de la mariée, rayonnant sous le respect emprunté de son enfant prodige. Ma poitrine était serrée.
L'enveloppe en manille dans la poche de ma veste semblait pulser au rythme de son propre cœur. C'était une arme chargée et mon doigt planait au-dessus de la gâchette. Je devais juste survivre au dîner. Juste garder ma bouche fermée, manger le poisson hors de prix, et m'en aller. C'était le plan. Mais les familles toxiques ne vous laissent pas survivre en paix. Elles exigent un sacrifice. Alors que les invités commençaient à prendre place pour le plat principal, j'ai senti une tape sur mon épaule. Je me suis retourné pour voir Donovan, le directeur général du resort. Il avait l'air incroyablement mal à l'aise. Son masque professionnel se fissurait, révélant un homme profondément embarrassé par ce qu'il s'apprêtait à faire. Il m'a demandé de le suivre dans le couloir de service un instant. Je l'ai suivi à travers un ensemble de lourdes portes en bois, laissant la musique et le brouhaha derrière moi. Le couloir de service était d'un blanc austère, sentant l'eau de Javel et l'ail rôti. Donovan s'est éclairci la gorge. Il refusait de me regarder directement dans les yeux. Il m'a dit qu'il avait une situation très délicate à discuter. Il a dit que mon frère, le marié, venait de prendre son assistant à part avec une demande spécifique concernant le plan de table. J'ai pris une gorgée de mon bourbon. Le liquide était tiède maintenant, mais il brûlait toujours. Je lui ai demandé quelle était la demande. Donovan a regardé son presse-papier, ses phalanges devenant blanches. Il m'a dit que Fletcher avait demandé que je sois retiré de la table familiale VIP, près de la table d'honneur. Fletcher avait déclaré que ma tenue et mon attitude générale n'étaient pas adaptées aux photographies qui seraient prises pendant les discours. Il avait demandé au personnel de me déplacer à la table 42, qui était située dans le coin le plus reculé de la salle, juste à côté des portes battantes de la cuisine. Le silence dans le couloir était absolu. Je pouvais entendre le bourdonnement des réfrigérateurs industriels. J'ai regardé à travers la petite fenêtre en verre de la porte. Je pouvais voir la table VIP. Nan était assise là, ajustant son collier de diamants. Il y avait une chaise vide à côté d'elle, ma chaise, et je pouvais voir Fletcher rire, complètement inconscient du fait qu'il venait de tendre la hache au bourreau. Il ne voulait pas seulement que je paie pour son fantasme. Il voulait me bannir dans l'ombre pour que son mensonge soit parfait. Il avait honte des mains même qui le nourrissaient. Je me suis tourné vers Donovan. Le directeur se préparait à une explosion. Il savait que je tenais les rênes financières de tout cet événement. Il s'attendait à ce que je crie, que je menace, que je mette l'endroit sens dessus-dessous. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai senti un calme profond et glacial m'envahir. Le dernier fil de loyauté, la petite voix dans ma tête qui disait « C'est ton frère ». Ne gâche pas sa journée, s'est rompu silencieusement dans le noir. J'ai souri. C'était un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. J'ai dit à Donovan que c'était parfaitement bien. Je lui ai dit que je serais ravi de m'asseoir à la table 42. Donovan avait l'air confus. Il a laissé échapper un souffle qu'il retenait. Il m'a remercié pour ma compréhension et a dit qu'il ferait apporter un verre frais à ma nouvelle place. Alors qu'il se tournait pour partir, j'ai appelé son nom. Il s'est arrêté et s'est retourné. J'ai mis la main dans ma veste et j'ai touché le bord de l'enveloppe en manille. Je lui ai dit d'aller à son bureau et de préparer la facture finale pour le solde actuel de 85 000 $. Je lui ai dit d'imprimer le formulaire de décharge de responsabilité pour mon compte d'entreprise. Ses yeux se sont écarquillés. Il savait exactement ce que cela signifiait. Je lui ai dit de ne pas la présenter tout de suite. Je lui ai dit de la garder sur un presse-papier, de se tenir près des portes latérales de la salle de bal, et d'attendre mon signal. Car quand les discours commenceraient, les choses allaient changer. Que feriez-vous si votre propre sang vous poussait dans l'ombre après que vous leur ayez acheté le soleil? La table 42 était exactement aussi humiliante que Donovan l'avait décrite. C'était une petite table bancale, pratiquement poussée contre les portes de la cuisine. Chaque fois qu'un serveur se précipitait avec un plateau d'assiettes, la porte heurtait ma chaise. J'étais assis avec les accompagnateurs des membres de l'orchestre et quelques cousins éloignés et obscurs qui n'avaient pas parlé à Fletcher depuis une décennie. De ce point de vue, j'avais une vue parfaite sur toute la salle. Je pouvais voir la hiérarchie de la fausse vie de mon frère. Les invités riches à l'avant, les collègues utiles au milieu, et les déchets à l'arrière. J'étais le déchet. Le service du dîner s'est terminé. Les lumières de la salle de bal se sont légèrement tamisées, baignant les tables d'une lueur chaude et romantique.
Le cliquetis découvert s'est estompé lorsque le témoin a tapé sur son verre. C'était l'heure des discours. Le témoin a commencé. C'était un type nommé Bryce, un autre conseiller en patrimoine qui portait trop de gel pour les cheveux. Il a raconté quelques histoires d'université légèrement déplacées, a loué la beauté de Marin, et a parlé du succès massif que Fletcher était devenu. Puis Nan a pris le micro. Elle s'est levée, lissant sa robe coûteuse. Elle a essuyé une seule larme dramatique de son œil. Elle a parlé d'Orson, mon père. Elle a dit à quel point il serait fier de voir son fils aîné perpétuer l'héritage familial de succès et de sophistication. Elle a appelé Fletcher son roc. Elle a dit qu'il était le pilier qui avait maintenu leur famille unie dans les moments difficiles. J'ai serré mon verre si fort que j'ai cru que le cristal allait se briser dans ma main. C'est moi qui rampais sous les machines. C'est moi qui ai repoussé la banque. J'étais le roc, mais à ses yeux, j'étais juste la terre sur laquelle le roc reposait. Finalement, Fletcher a pris le micro. La salle s'est tue. Il se tenait au centre de la piste de danse, le projecteur l'éclairant parfaitement. Il ressemblait à une star de cinéma. Il a remercié les parents de Marin de l'accueillir dans leur prestigieuse famille. Il a remercié son patron de l'avoir guidé. Et puis ses yeux ont balayé la salle. Il a regardé au-delà des premières tables. Il a regardé au-delà de ses amis. Il a regardé tout au fond, dans l'ombre près des portes de la cuisine, et il m'a trouvé. Son sourire s'est élargi. Ce n'était pas un sourire d'amour fraternel. C'était le sourire narquois d'un prédateur jouant avec sa nourriture. Il savait qu'il avait le micro. Il savait qu'il avait un public de 200 personnes. Il savait que j'étais piégé. Il s'est penché vers le micro, sa voix résonnant contre les plafonds voûtés. Il a dit que les mariages sont un moment pour la famille, et que la famille est une chose amusante. Il a dit que c'est un mélange de gagnants et bien, de gens qui mettent un peu plus de temps à trouver la ligne de départ. Quelques-uns de ses frères de fraternité ont ricané. Le piège était tendu. Il a gardé ses yeux fixés sur moi. Il a dit dans le micro, sa voix dégoulinant de condescendance, que son frère a 32 ans, c'est un ouvrier pathétique, et il vit toujours dans le jardin de notre mère. Les invités ont ri. Ce n'était pas un petit rire poli. C'était une vague rugissante et sincère de rire. 200 personnes vêtues de soie et de diamants, riant du mécanicien sale au dernier rang. Nan a couvert sa bouche, ses épaules secouées par un amusement discret. Tante Estelle a hoché la tête en signe d'approbation. Même le père de Marin a laissé échapper un petit rire confus, supposant que c'était une blague entre eux. Le rire s'est abattu sur moi comme un poids physique. C'était le point culminant de 12 ans de manque de respect, concentré en un seul moment angoissant. Mes mains ont cessé de trembler. La colère s'est évaporée, laissant derrière elle un noyau de glace absolue et terrifiante. Je me suis levé. J'ai repoussé ma chaise. Les pieds en bois ont grincé violemment contre le sol en marbre. C'était un son dur et l'équille a tranché net à travers les rires qui s'estompaient. La salle a commencé à se calmer. Les têtes se sont tournées pour regarder le coin du fond. Le sourire narquois de Fletcher a vacillé une fraction de seconde, confus par mon mouvement. J'étais censé rester assis et encaisser. J'avais toujours encaissé. J'ai pris mon verre de bourbon. Je n'ai pas rompu le contact visuel avec lui. J'ai levé le verre haut dans les airs. J'ai projeté ma voix, utilisant le contrôle du diaphragme que j'avais appris en criant par-dessus des moteurs diesel rugissants. Je me suis assuré que chaque personne dans cette salle puisse m'entendre sans micro. J'ai dit, profitez bien de la blague. Je l'ai dit fort et clair. J'ai fait une pause, laissant le silence s'étirer, laissant l'attente monter. Puis j'ai porté le coup final. Je lui ai dit que je venais d'annuler tous ses chèques. Fletcher a cligné des yeux. Le micro a capté le son de sa vive inspiration. Je n'ai pas attendu de réponse. Je n'ai pas attendu que Nan halète. Je n'ai pas attendu que Marin ait l'air confuse. Je me suis retourné, j'ai poussé les portes battantes de la cuisine, et je suis sorti de la salle de bal. Derrière moi, un silence de mort s'est abattu sur la salle. Ce n'était pas un silence paisible. C'était le silence d'une bombe qui tombe, suspendue dans les airs juste avant que l'onde de choc ne frappe. Avez-vous déjà ressenti le moment exact où une dynamique de pouvoir toxique bascule pour toujours ?
Parce que dans ce couloir, en prenant ma première bouffée d'air frais, je me suis senti comme un roi. J'ai traversé la cuisine, ignorant les regards surpris des chefs et des plongeurs. L'odeur de viande rôtie et de crème épaisse me donnait la nausée. J'ai poussé les portes doubles à l'autre extrémité et je suis sorti dans le large couloir moquetté qui entourait la salle de bal. Donovan m'attendait près de l'entrée latérale, debout, rigide, à côté d'un arrangement floral imposant. Il tenait un épais presse-papier contre sa poitrine. Quand il a vu mon visage, il s'est redressé. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il m'a juste regardé pour confirmation. Je lui ai fait un unique signe de tête sec. Je lui ai dit que c'était le moment. Je lui ai dit d'exécuter le protocole. Je n'ai pas quitté le bâtiment. Je suis retourné dans l'ombre de la porte latérale ouverte, parfaitement positionné pour voir la scène, la table d'honneur, et la foule, mais caché de la ligne de vue directe de la plupart des invités. À l'intérieur de la salle de bal, le silence était suffocant. Fletcher était toujours debout sur la piste de danse, le micro pendant, inutile, à ses côtés. Il a essayé de laisser échapper un rire forcé et maladroit. Il a levé le micro et a dit à la foule que son frère avait toujours eu un sens de l'humour bizarre, essayant de faire passer ça pour une mauvaise blague. Quelques personnes se sont agitées mal à l'aise sur leur siège. Marin fixait la porte par laquelle je venais de sortir, le front plissé par une profonde confusion. Nan agrippait le bord de sa table, son visage perdant toute couleur. Elle me connaissait assez bien pour savoir que je ne plaisantais jamais avec l'argent. Avant que Fletcher ne puisse reprendre son discours, les portes latérales se sont grandes ouvertes. Donovan est entré sur le sol de la salle de bal. Il ne ressemblait plus à un sympathique directeur d'accueil. Il ressemblait à un bourreau. Il marchait d'un pas rapide et déterminé, directement vers Fletcher. Fletcher a froncé les sourcils, essayant de repousser Donovan d'un geste de la main. Il a sifflé, sans le micro, disant au directeur qu'ils étaient au milieu des toasts et de s'occuper de ce que c'était plus tard. Mais Donovan était un professionnel, et j'étais son vrai client. Il ne s'est pas arrêté. Il s'est approché de Fletcher. Parce que le micro était toujours dans la main de Fletcher, suspendu près de sa poitrine, il a capté chaque mot que Donovan a prononcé ensuite. La voix de Donovan a résonné à travers les énormes haut-parleurs. Il a déclaré, formellement et clairement, que le garant d'entreprise pour cet événement venait de retirer officiellement tout soutien financier. Il a annoncé que Briggs Heavy Machinery Logistique avait rompu le contrat. Un murmure collectif a parcouru la salle. Le nom de mon entreprise flottait dans l'air. Donovan n'a pas arrêté. Il a regardé Fletcher droit dans les yeux et a déclaré que, selon les politiques du lieu, l'événement ne pouvait pas continuer sans une ligne de crédit active. Il a annoncé qu'il y avait un solde impayé immédiat de 85 000 $ pour le lieu, le bar premium, le traiteur et les frais de fournisseurs prolongés. Il a tendu le presse-papier à Fletcher. Il lui a dit qu'il avait besoin d'une carte de crédit pour régler les 85 000 $ immédiatement, ou le personnel serait forcé de fermer le bar, d'allumer les lumières de la salle, et de demander aux invités de partir. La bombe a explosé. Le silence s'est brisé en 1000 morceaux de chuchotements chaotiques. 85 000 $. Le chiffre résonnait aux oreilles de chaque conseiller en patrimoine, chaque parent, chaque personne qui venait de passer les 2 dernières heures à croire que Fletcher était un génie financier. Le visage de Fletcher a pris la couleur de la cendre humide. Il a regardé le presse-papier comme si c'était un serpent venimeux. Il a bégayé, son charme complètement évaporé. Il a reculé de Donovan, ses yeux balayant frénétiquement la pièce. Il a regardé son patron, qui le fixait avec un jugement froid et calculateur. Il a regardé ses frères de fraternité, qui étaient soudainement très intéressés par leurs chaussures. Il a essayé de chuchoter à Donovan, le suppliant de baisser la voix, promettant qu'il pourrait virer l'argent lundi. Donovan a secoué la tête. Le micro a capté son refus. Il a déclaré que sans le soutien de l'entreprise de M. Briggs, les profils de crédit personnel de Fletcher ne répondaient pas aux exigences minimales du resort pour un solde de cette taille. Il l'a dit publiquement. Il a révélé que le crédit de Fletcher était nul. À la table d'honneur, Marin s'est levé. Sa chaise est tombée en arrière sur le sol de marbre avec un grand craquement. Son visage était pâle, mais ses yeux étaient vifs. Elle a descendu les marches de l'estrade, sa lourde robe de soie bruissant dans la pièce silencieuse. Elle est passée devant ses parents stupéfaits.
Elle s'est approchée de Donovan et a regardé le presse-papier. Elle a lu le nom du garant en haut de la facture. Elle s'est tournée vers Fletcher. Sa voix tremblait, non de tristesse, mais de la réalisation soudaine et horrifiante d'une trahison massive. Elle lui a demandé, assez fort pour que les premiers rangs entendent, pourquoi le nom du frère qu'il venait de traiter d'ouvrier pathétique figurait comme unique financeur de tout leur mariage. Fletcher a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. L'enfant prodige était finalement à court de mensonges. Combien de temps pensez-vous qu'un narcissique peut survivre lorsque le projecteur qu'il convoite se transforme soudain en lampe d'interrogatoire? La salle de bal a sombré dans des murmures chaotiques. Le groupe de jazz avait cessé de jouer. Les serveurs se sont figés sur place. Le père de Marin, l'auditeur principal, s'est levé de sa table. Son visage était un masque de fureur froide. Il comprenait les documents financiers mieux que quiconque dans la salle, et il savait exactement ce que cela signifiait quand un garant d'entreprise tiers se retirait soudainement d'un événement à 6 chiffres. Il s'est dirigé vers la piste de danse, a saisi doucement Marin par le bras, et a regardé Fletcher. Il lui a dit, d'une voix qui ne tolérait aucune discussion, qu'ils allaient avoir cette conversation à l'extérieur, immédiatement. Fletcher ressemblait à un animal acculé. Son costume sur mesure semblait soudain trop grand pour lui. Il a hoché la tête frénétiquement, désespéré de s'éloigner des centaines de regards insistants. Je me suis reculé de l'embrasure de la porte et j'ai continué à marcher dans le large couloir, attendant près d'un ensemble de baies vitrées donnant sur l'océan sombre. Un instant plus tard, les lourdes portes doubles se sont ouvertes violemment. Fletcher est sorti le premier, le visage rouge et luisant de sueur. Marin a suivi, tenant les lourdes jupes de sa robe, son père juste derrière elle. Nan les suivait, serrant son collier de perles et pleurant silencieusement, l'image d'une mère victimisée. Quand Fletcher m'a vu debout près de la fenêtre, sa panique s'est transformée en une rage explosive et incontrôlable. Il s'est jeté sur moi, pointant un doigt tremblant. Il a crié que je ruinais sa vie. Il a crié que j'étais un perdant jaloux et vindicatif qui ne supportait pas de le voir réussir. Il a hurlé que j'avais planifié cela depuis le début pour l'humilier devant son patron. Je n'ai pas bronché. Je l'ai laissé crier. J'ai laissé sa vraie nature se déverser sur le tapis coûteux, pour que sa nouvelle épouse la voie. Quand il a finalement manqué de souffle, haletant lourdement, j'ai mis la main dans la poche intérieure de ma veste. J'ai sorti l'épaisse enveloppe en manille. Le protocole de retrait. Je ne l'ai pas donné à Fletcher. Je suis passé devant lui et je l'ai tendu à Marin. Je lui ai dit que j'étais désolé. Je lui ai dit qu'elle méritait un mariage construit sur l'amour, pas sur mon compte en banque et ses mensonges. Les mains de Marin tremblaient alors qu'elle déchirait l'enveloppe. Son père s'est approché, regardant par-dessus son épaule. Fletcher a paniqué. Il a essayé de lui arracher les papiers des mains, criant que c'était faux, que je falsifiais des documents pour détruire sa réputation. Mais le père de Marin l'a intercepté, pressant une main ferme contre la poitrine de Fletcher, le repoussant. Marin a sorti la pile de papier. La première page était le contrat du lieu, montrant clairement ma signature et mon entité d'entreprise comme unique source de fonds. La deuxième page était le supplément du traiteur. La troisième page était la note du bar premium. Mais c'est la quatrième page qui l'a brisée. Elle a fixé le papier pendant un long moment. Sa respiration est devenue superficielle. Elle a levé les yeux vers Fletcher, ses yeux remplis de larmes non versées. Elle l'a interrogé sur l'énorme prime qu'il prétendait avoir reçue de son cabinet. La prime, disait-il, qui avait payé pour ce resort. Fletcher a dégluti difficilement, cherchant désespérément de l'aide auprès de Nan. Mais Nan était occupé à regarder le sol, réalisant que ses propres secrets se trouvaient dans cette enveloppe. Fletcher a bégayé que c'était un problème de trésorerie, qu'il attendait la fin du trimestre, que c'était compliqué. Marin a tourné la page suivante. C'étaient les relevés bancaires de l'hypothèque de Nan. Elle a regardé Nan, puis Fletcher. Elle a demandé pourquoi mon entreprise de logistique payait l'hypothèque de la maison de sa mère depuis 5 ans. Elle lui a demandé pourquoi il avait dit à sa famille que j'étais un décrocheur scolaire qui vivait de leur charité dans une caravane. Le silence dans le couloir était plus lourd que le silence dans la salle de bal. Le père de Marin a pris les documents de ses mains. Il a parcouru les virements, les dates, les sommes massives d'argent circulant du terrain vague vers l'illusion de l'enfant prodige. Il a regardé Fletcher avec un dégoût absolu. Il a dit à Fletcher qu'il était un imposteur.
Il a dit qu'il ne permettrait pas à sa fille d'être légalement liée à un homme noyé sous les dettes secrètes et les mensonges pathologiques. Marin a laissé tomber son bouquet de mariée sur le sol. Les orchidées blanches se sont meurtries contre le tapis. Elle m'a regardé, un remerciement silencieux passant entre nous, puis elle s'est retournée et a descendu le couloir vers le hall. Son père l'a suivi sans se retourner. Fletcher a laissé échapper un son qui était à la fois un sanglot et un cri. Il est tombé à genoux, enfouissant son visage dans ses mains. Nan s'est précipitée, essayant de le réconforter. Elle a levé les yeux vers moi, son visage tordu de colère et de peur. Elle m'a demandé comment je pouvais être si cruel envers mon propre sang. J'ai baissé les yeux sur elle. Je lui ai dit que mon comptable d'entreprise avait déjà initié le gel des comptes. Je lui ai dit qu'elle avait exactement 30 jours pour trouver comment payer sa propre hypothèque, parce que l'ouvrier pathétique dans le jardin était officiellement fermé pour affaires. Je leur ai tourné le dos et je suis sorti par les portes d'entrée dans l'air frais de la nuit. J'ai laissé mon camion cabossé au voiturier et j'ai appelé un taxi. Je ne voulais pas conduire. Je voulais juste m'asseoir sur la banquette arrière et regarder le faux empire brûler dans le rétroviseur. Le week-end s'est écoulé dans un flou de téléphones qui sonnent et de SMS frénétiques. Je les ai tous ignorés. Je suis resté dans ma caravane, buvant du café noir et regardant la pluie laver la boue de mes engins lourds. L'écran de mon téléphone s'illuminait constamment avec des noms de mon passé. Tante Estelle, des cousins éloignés. Ils ont laissé des messages vocaux me traitant de monstre, m'accusant d'avoir eu une crise de folie, exigeant que je m'excuse auprès de Fletcher. Pas un seul d'entre eux n'a posé de questions sur les 85 000 $. Pas un seul n'a demandé pourquoi je payais l'hypothèque. Ils se souciaient seulement que j'ai enfreint la règle non écrite des familles toxiques, on n'expose pas l'enfant prodige. Lundi matin est arrivé. Il était temps que la guillotine financière tombe. À exactement 8 heures du matin, Garrett a exécuté la phase finale du protocole de retrait. Il a officiellement coupé mes comptes d'entreprise de tous les paiements automatiques associés à Nan et Fletcher. Les lignes de crédit ont été bloquées. Les comptes d'urgence conjoints que j'avais bêtement mis en place des années auparavant ont été vidés et fermés. À 9 heures, le monde réel s'est écrasé sur Fletcher. J'étais assis à mon bureau, examinant un nouveau contrat municipal pour le nivellement d'autoroute, quand j'ai entendu le crissement bruyant du gravier à l'extérieur. J'ai regardé à travers la fenêtre renforcée. La BMW en leasing de Fletcher a dérapé sur le terrain vague, heurtant violemment le fond d'un nid de poule. Il a garé la voiture brutalement et est pratiquement tombé du siège du conducteur. Il avait l'air terrible. Le costume sur mesure avait disparu, remplacé par un pantalon de jogging froissé et un t-shirt taché. Ses cheveux étaient en désordre et il avait des cernes sombres et violacées sous les yeux. Il ressemblait à un homme qui avait passé les dernières 48 heures à regarder dans l'abîme. Il a monté les marches en métal de ma caravane et a commencé à marteler la porte en acier avec ses poings. Il a crié mon nom, sa voix rauque et désespérée. Je l'ai laissé frapper pendant une minute entière avant de me lever, de déverrouiller le pêne dormant, et d'ouvrir la porte. Je me suis tenu dans l'embrasure, lui bloquant l'entrée. Je ne l'ai pas invité à entrer. Il m'a regardé, sa poitrine se soulevant. Il a regardé par-dessus mon épaule dans la caravane, voyant les moniteurs, les plans, la preuve indéniable d'une entreprise légitime et très rentable. Il m'a dit que son patron l'avait renvoyé. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte et j'ai croisé les bras. Je n'ai rien dit. Il a expliqué, ses mots se bousculant dans une précipitation paniquée, que son patron était au mariage. Son patron avait vu le directeur du lieu exiger 85 000 $. Son patron avait entendu parler de la garantie d'entreprise annulée. Quand Fletcher s'est présenté au travail ce matin-là, les RH l'attendaient. Ils lui ont dit qu'un conseiller en patrimoine qui ment sur ses propres finances, dépend de renflouements familiaux cachés, et provoque un spectacle public est un risque énorme pour la réputation de leur cabinet. Ils l'ont licencié pour faute grave. Puis il m'a dit que le père de Marin avait engagé un avocat en divorce féroce. Il demandait une annulation immédiate pour fraude financière et fausse déclaration. Il était expulsé de l'appartement de luxe parce qu'il ne pouvait pas payer le loyer sans la contribution de Marin. Il m'a regardé, ses yeux grands et suppliants. Il m'a demandé d'appeler son patron. Il m'a demandé de leur dire que tout était un malentendu, une blague cruelle entre frères. Il m'a demandé de lui virer 10 000 $ juste pour couvrir ses frais juridiques immédiats et son loyer. J'ai regardé la boue qui recouvrait le bas de ses baskets chères.
J'ai regardé l'enfant prodige, enfin debout dans la terre où j'avais vécu toute ma vie. Il a grincé des dents et a hurlé que j'aurais pu le prévenir. Il a hurlé que si j'avais un problème avec l'argent, j'aurais dû le prendre à part en privé, d'homme à homme, au lieu de lâcher une bombe devant son monde entier. J'ai laissé échapper une lente et lourde respiration. Je lui ai dit que je l'avais prévenu. Je lui ai dit que je l'avais prévenu chaque fois que je manquais un cours pour réparer un moteur cassé. Je l'ai prévenu chaque fois que je lui envoyais un chèque pendant que je mangeais de la soupe en conserve. Je l'ai prévenu au dîner de répétition quand je suis parti en silence. Je lui ai dit que mon silence était l'avertissement. Il n'a tout simplement pas écouté, parce qu'il ne pensait pas qu'un ouvrier avait le droit de parler. Il s'est avancé, essayant d'agripper le cadre de la porte. Il a plaidé, me disant que nous étions frères. Il a dit, la famille prend soin de la famille. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit que la famille n'est pas une infection parasitaire. Je lui ai dit que la banque Brig était définitivement fermée. J'ai repoussé sa main du cadre de la porte. Je suis rentré dans la caravane, j'ai attrapé la lourde poignée en acier, et j'ai tiré. La porte s'est refermée avec un bruit sourd et massif. Le verrou s'est enclenché. Je suis resté là un moment, l'écoutant jurer et donner des coups de pied dans les escaliers en métal avant de finalement monter dans sa voiture et de s'enfuir. Le silence qui a suivi était le plus beau son que j'ai jamais entendu. 2 mois plus tard, la poussière est enfin retombée. L'explosion au Grand Harbor a laissé un cratère qui a modifié de façon permanente le paysage de ma famille. L'annulation entre Fletcher et Marin s'est faite rapidement. Le père de Marin s'en est assuré, enterrant Fletcher sous une montagne de menaces légales concernant la fraude financière. Fletcher était complètement ruiné. Sans son emploi bien rémunéré, son appartement de luxe, et sa riche épouse, l'illusion s'est complètement effondrée. Aux dernières nouvelles, il avait déménagé dans une autre ville, travaillait à un poste de vendeur de niveau intermédiaire, conduisait une berline d'occasion, et vivait dans un studio. Il m'a envoyé un email, un long message décousu qui oscillait sauvagement entre jouer la victime et exiger un prêt. Je l'ai supprimé sans le lire en entier. Nan a fait face à sa propre dure réalité. Sans les virements mensuels de mon compte d'entreprise, elle n'a pas pu payer l'hypothèque dans les 60 jours. La banque a engagé une procédure de saisie. Tante Estelle et le reste de la famille, les mêmes personnes qui m'avaient traité de monstre, ont soudainement cessé de répondre aux appels de Nan quand elle leur a demandé de l'argent. Elle a fini par devoir vendre l'immense maison familiale à perte pour éviter la faillite. Elle a emménagé dans un petit appartement de 2 chambres en périphérie de la ville. Elle est venue une fois sur le terrain, en pleurant, me demandant si elle pouvait emménager dans la caravane avec moi. Je lui ai dit non. Je lui ai proposé de payer pour un conseiller financier afin de l'aider à gérer le peu de capitaux qu'elle a obtenu de la vente de la maison, mais j'ai été clair que nous ne vivrions plus jamais sous le même toit. Elle est partie en pleurant, mais pour la première fois de ma vie, ces larmes ne m'ont pas fait sentir coupable. Elles m'ont juste fait sentir fatigué. Quant à moi, j'ai finalement arrêté de me cacher. Avec le fardeau financier massif de ma famille complètement coupé, les bénéfices de mon entreprise ont grimpé en flèche. J'ai pris le capital que j'avais déversé dans leur fausse vie et je l'ai réinvesti dans ma propre réalité. J'ai finalement déménagé de la caravane. J'ai acheté un immense entrepôt commercial plus près de l'autoroute. Il disposait d'un atelier de réparation de pointe, d'un immense terrain clôturé pour les engins lourds, et d'un espace de bureau élégant et moderne au 2e étage. J'ai embauché un personnel administratif compétent. J'ai donné à Garrett une augmentation massive et un bureau d'angle. Le jour où nous avons officiellement déménagé les opérations, je me suis tenu sur le nouveau parking pavé, regardant l'énorme enseigne lumineuse être hissée sur le côté du bâtiment. On pouvait y lire « Brig Heavy Machinery Logistique ». C'était grand. C'était bruyant. C'était réel. Je portais mes bottes de travail et une veste haute visibilité. Mes mains étaient toujours calleuses et il y avait encore de la graisse sous mes ongles. Je ne suis pas soudainement devenu un type qui porte des costumes sur mesure et boit du champagne. J'étais toujours l'ouvrier, mais j'étais un ouvrier qui possédait tout le pâté de maison. Parfois, je repense à ce moment dans la grande salle de bal. Je pense à l'odeur des orchidées, au tintement des verres en cristal, et au rire rugissant de 200 personnes se moquant de mon existence. Les gens me demandent si je regrette de l'avoir fait de cette façon. Ils me demandent si c'était trop dur de lâcher une bombe de 85 000 $ le jour du mariage d'un homme. Je leur dis toujours la même chose.
Je n'ai pas gâché le mariage. Je leur ai simplement présenté la facture. C'est le mensonge qui a gâché le mariage. Quand on bâtit un château avec les os de quelqu'un d'autre, il ne faut pas s'étonner si le squelette finit par se relever et s'en aller. La vengeance n'a pas toujours besoin d'être bruyante. Elle ne nécessite pas toujours de violence ou de disputes criardes. Parfois, la vengeance la plus dévastatrice au monde est simplement de tendre un miroir à un narcissique, de lui retirer votre argent, et de le laisser se noyer dans la réalité de son propre reflet. Alors, laissez-moi vous poser une question. De nombreux parents m'ont qualifié de cruel pour avoir gâché le grand jour de mon frère. Mais pensez-vous que j'ai eu tort de refuser de cacher une vérité aussi sordide? Si vous étiez à ma place, exploité et ridiculisé par votre propre famille, choisiriez-vous de l'endurer ou de mettre le feu à cette fausse scène? S'il vous plaît, laissez vos pensées dans les commentaires. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner à la chaîne, et partager vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, la vérité vient toujours réclamer ses dettes.